Bienvenue à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème de la fertilité et de l'infertilité. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Ngachou. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas ? Comment je me présente ? Je suis Sandrine, 39 ans, infertile. C'est vrai que je le dis parce que le combat que j'ai mené, femme libre, féministe, activiste, libérale et décoloniale. Voilà, je me définirais comme ça. Est-ce que tu veux dire où tu habites ? Oui, j'habite à Vitry-sur-Seine. Je travaille dans la cybersécurité, principalement sur tout ce qui est solutions de sécurisation des réseaux. Voilà. Donc Vitry-sur-Seine, c'est en région parisienne, pour les gens qui connaissent pas. Tout à fait. Merci Sandrine. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter ensemble de fertilité et d'infertilité. Qu'est-ce que c'est ? Comment on entame un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée ? Qu'est-ce que c'est que le don d'ovocytes, la congélation d'ovocytes ? Quelle différence y a-t-il entre le parcours d'un couple hétéro, d'un couple queer, d'une personne célibataire ? Et quelle différence y a-t-il entre le parcours de personnes blanches et celui de personnes racisées en France ? On va se poser toutes ces questions avec toi Sandrine, mais d'abord j'aimerais te demander, te poser les questions traditionnelles de sologamy. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Le célibat pour moi, c'est en tant que femme, c'est une forme de liberté parce que le couple hétérosexuel, je le partage assez sur ma page Instagram, c'est lourd en termes de charge mentale et je vais peut-être froisser beaucoup de femmes cisgenres qui sont dans les couples. En fait, elles n'apportent pas grand-chose. En y regardant bien objectivement, ça apporte pas grand-chose d'être en couple, mais on a été conditionné à la notion de couple, donc du coup, c'est souvent difficile de s'en détacher. Mais si on observe vraiment bien, on y regarde avec beaucoup d'objectivité, ça n'apporte que dalle. J'adore. Est-ce que tu es célibataire ? Non, je suis en couple. C'est ça, d'où la contradiction, exactement. Est-ce que tu as souvent été célibataire ? Ah oui. Et même là, j'entame un départ en Allemagne, donc avec la personne avec laquelle je suis en couple. En fait, on va se séparer, mais puisque moi je pars en Allemagne, lui reste en France, mais c'était une décision commune en fait de la séparation. Ces séparations, on en a parlé depuis plus d'un an en fait, de ces séparations là. Donc du coup, donc vous allez vous séparer aussi amoureusement. Exactement, tout à fait. Et aussi, j'ai pas de désir d'enfant, lui il en a. Et lorsque on est dans un couple, on va parler après d'infertilité, dans ce couple-là où les choix sont finalement c'est très simple, donc la solution c'est la séparation. Donc voilà. Donc du coup moi, et j'en parle avec une amie il y a une semaine, je disais parce qu'en prévision de le podcast sur le Sologamy, je disais je vais être seule, mais vraiment je veux plus être en couple en fait. Je veux me retrouver moi. Et ça fait combien de temps que tu es avec cette personne ? Ça fait quand même longtemps, ça fait depuis en fait historiquement, en fait, quand on s'est mis ensemble, on n'était pas forcément dans une sorte de couple. Parce qu'il y avait la question de l'infertilité déjà qui se posait. On se fait du bien, mutuellement, sexuellement parlant, on se fait du bien sexuellement, mais il n'y a pas de durée. Et même les gens le disent, en fait, on n'est pas vraiment en couple, en fait. Parce que les projets, chacun fait ses projets à part, voilà. On est vraiment, on va dire plutôt un sex friend. Je dirais ça comme ça. On est vraiment des sex friends, en fait. Des amis qui se font du bien en fait. Donc depuis combien de temps ? Depuis à peu près plus de 5 ans, ouais. Ah ouais. Plus de 5 ans, ouais. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Non, du tout. Franchement non, je relis pas le bonheur et le couple. Parce que pour moi le couple hétérosexuel c'est le sanctuaire des violences, toutes les formes de violence. Et quand on dit violence, est-ce qu'on parle de bonheur lorsqu'on parle de violence ? Je crois pas. Fondamentalement ça c'est ma position, j'y crois pas qu'il puisse avoir un bonheur au sein d'un couple hétérosexuel. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui, le jour où on parle ? Santé mentale, elle est beaucoup plus liée à plutôt des enjeux professionnels. J'expliquais, moi je suis dans un métier qui est très très masculin. Du coup, mansplaining on en a,
le manque de considération de la part des femmes, on en a, et parfois c'est souvent les femmes également qui jouent aussi une bonne part là-dessus. Faut mettre les bâtons dans les roues les femmes dans leur carrière. Donc en fait c'est ça. En termes de vraiment la santé mentale, je dirais c'est pas tant dans le couple parce que moi je me suis détachée de ça, et dans la relation dans laquelle je suis pas vraiment en couple en fait. Et lui il est dans une démarche de déconstruction vis-à-vis déconstruction vis-à-vis du schéma normé hétérosexuel, et même des violences dans les couples en fait. Donc du coup on se déconstruit aussi finalement tous les deux aussi sur pas mal de notions. Donc du coup là j'ai pas de charge mentale. Moi, j'ai pas de charge mentale au niveau du couplet. Donc, mais c'est au niveau de l'entreprise. Voilà, au niveau de mon boulot. Parce que je suis une femme ambitieuse. Je le dis assez, très ouvertement là-dessus. J'aime mon boulot. Vraiment, je m'éclate. Je éclate dans mon travail. Et du coup, j'ai envie vraiment d'aller loin. Et, c'est très difficile dans un milieu très masculin. Voilà. Et surtout, je suis, même déjà dans mon boulot, je suis la seule femme noire. Donc, femme noire. Donc, c'est surtout le stress, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et aussi, à chaque fois, on doit prouver qu'on a sa place, quoi. Légitimer sa place, alors qu'on a les compétences et tout, quoi. Et aujourd'hui, ouais, j'aime certes mon boulot, mais partir au travail aujourd'hui, j'ai plus le même, non, j'ai plus la même énergie positive que j'avais il y a quelques années, quoi. Donc parce que voilà, une dynamique a fait que voilà, on laisse plus de place aux hommes, alors que j'avais une ancienne chef. Vraiment, quand il y a une sororité, c'est génial, qui me portait et qui faisait barrage. Et j'ai changé de chef et j'ai moins ce barrage-là parce qu'elle portait beaucoup. Je me rends compte de ce qu'elle prenait. Et c'est ça que la fois dernière, je lui ai offert un cadeau. Parce que je lui ai dit merci. Merci d'avoir veillé sur moi en tant que femme. Et c'était une femme blanche. J'ai dit merci d'avoir veillé sur moi en tant que femme et d'avoir pris les balles pour moi, pour me laisser avancer. Et franchement, ça, c'est génial. Quand on a une sororité, il y en a des femmes qui nous portent. Parce une femme te protège pour aller beaucoup plus loin. En général, c'est ça. La femme protège la femme. La femme, c'est le soleil de la femme. Elle protège beaucoup la femme pour aller beaucoup plus loin. Oui, sauf celle qui nous protège pas, comme t'as dit. Exactement, c'est ça. Est-ce que le fait que tu sois en couple ou le fait que tu sois célibataire, puisque ça va changer, est-ce que ça a une influence sur ta situation financière Oh, thank God. Heureusement que j'ai séparé ça parce que franchement, j'étais dans une relation où je suis restée 8 ans. J'ai dit plus jamais j'investis avec un homme cisgenre. C'est terminé. Mais c'est la connerie. Vraiment, pour moi, c'est la connerie ultime que les femmes investissent avec les hommes cisgenres. Vraiment, c'est parce que, en plus, c'est celles qui ont les désirs d'enfants, parce qu'on parle de fertilité, puis qu'on calcule bien, elles vont s'arrêter, au niveau de l'épargne retraite. Elles n'ont rien. Et si en plus, cet homme a l'intelligence d'aller se marier, ben, la pension, va se diviser en plusieurs femmes. Il suffit d'avoir 3 ans de mariage, ça suffit. Enfin, non, c'est la connerie. Enfin, pour moi, non. J'avais fait. J'ai regretté, j'ai dit plus jamais, et j'ai perdu beaucoup d'argent. On avait ça avec cet homme-là, on avait acheté une maison. C'était avec un homme cisgenre blanc, et voilà. Et j'ai vu comment je suis tombée dans une situation vraiment de pauvreté. Et j'ai dit plus jamais j'investis avec un homme. Et du coup, avec cet homme avec lequel je suis, jamais. Il fait ses trucs et on ne mélange rien financièrement, voilà. Et depuis ça, j'ai une liberté financière, même si ça n'empêche que je peux l'aider ou s'il a besoin, mais c'est moi qui décide, je veux l'apporter de l'aide et tout, surtout qu'on est dans un couple où c'est moi qui gagne plus et lui moins. C'est toi qui gagnes plus. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y a ces déséquilibres-là. Et voilà, du coup, voilà, moi, je peux aider si j'en ai envie, si je le souhaite, mais tout en n'oubliant pas, je pense que les femmes gagneraient aussi à s'éduquer financièrement parce que c'est là où les hommes gagnent sur ce terrain-là. Les hommes gagnent énormément sur le terrain de la partie financière. Et le système a été fait pour les hommes, même sur l'aspect financier. Ouais. D'ailleurs, je vous renvoie, les gens qui écoutent cet épisode, à l'épisode précédent qu'on avait fait en 2022 au sujet de l'argent des célibataires avec Lucille Quillet, qui a écrit un livre sur le couple et l'argent. Ouais. C'est vraiment effrayant. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat ou de ton couple? Est-ce que tu fais attention à ce que les gens disent de toi par rapport à ton statut? Non. Surtout que je suis avec un homme noir dans la tradition africaine. Et du coup, j'ai été beaucoup jugée de par ça. Enfin, on comprend pas notre couple, entre guillemets couple, parce qu'on n'est pas. Parce que même ils le disent, on n'est pas en couple. Ils comprennent pas notre relation, ils ne comprennent pas pourquoi. Et chaque fois, je leur dis, demandez à votre fils pourquoi il est avec moi. C'est lui qui sait pourquoi il est avec moi. Et je leur dis toujours, je dis, vous le savez, vous les hommes, l'homme qui choisit la femme et pas l'inverse. L'homme cisgenre, enfin, c'est pour ça qu'on parle des femmes sont michetonneuses. L'homme cisgenre, pour moi, c'est le michetonneur par excellence. L'homme cisgenre, il dépense rien. C'est le femme qui dépense pour l'homme cisgenre. Donc voilà. Donc j'ai dit, il sait pourquoi il est avec moi. C'est qu'il trouve son compte.
S'il trouve son compte, voilà. J'ai dit parce que je le fais via mes réflexions, je le fais avancer dans sa vie. Et c'est vrai, depuis qu'il est avec moi, il a beaucoup plus avancé. J'ai dit, il gagne beaucoup plus en étant avec moi que l'inverse. Moi, j'ai rien gagné en étant dans la relation. Et c'est incroyable, les hommes, comment ils gagnent tout à être en couple avec les femmes, alors que nous, on ne gagne rien. Rien. Ben, c'est pour ça que les femmes... À part un peu d'attention, un peu de validation, etc. C'est ça, exactement. Limite, on begging, on supplie même l'attention parce que... oui, non, mais c'est effrayant. Alors, merci beaucoup Sandrine pour toutes ces réponses, c'est super intéressant. On va passer tout de suite au thème fertilité et infertilité. Tu as insisté sur le fait qu'il fallait autant parler de l'un que de l'autre. Pourquoi ce terme est important pour toi? Pourquoi je t'ai invité toi pour parler de ce thème? Oui, pourquoi ce terme est important? Parce que moi, je suis infertile. Je me suis définie tout au début comme en tant qu'infertile. J'ai eu plusieurs causes d'infertilité. J'ai eu une utérus fibromateux avec plusieurs fibromes. Les fibromes c'est une pathologie qui touche beaucoup les femmes noires et à les jeunes âges. Moi, j'ai eu dès l'âge de 18 ans, j'ai eu des fibromes. À 19 ans, j'ai la nécrobiose des fibromes. C'est un infarctus du fibrome avec des douleurs innommable. Je vais même pas me nommer la douleur tellement c'est voilà. J'ai été victime aussi du syndrome méditerranéen à l'hôpital de Créteil. Voilà, parce que voilà. Tu peux juste préciser ce que c'est que le syndrome méditerranéen pour les gens qui connaissent pas? Ouais, le syndrome méditerranéen, c'est le syndrome qui suppose que les femmes maghrébines, les femmes noires simulent la douleur, enfin qu'elles n'ont pas vraiment mal, elles en font trop. Donc du coup, j'ai pas été vraiment pris en charge. C'est après quand j'ai commencé à taper les murs des urgences et qu'ils ont appelé la police. Et heureusement, j'étais en couple avec un homme blanc. Et cet homme blanc. Ils ont appelé la police? Ouais, sur moi, voilà. Parce que tu avais mal? Mal, voilà. Parce que je tapais les murs, en fait. Parce que j'avais tellement mal que je tapais les murs. Et du coup, heureusement, j'étais en couple avec un homme blanc et j'ai été pris au sérieux parce que j'étais en couple avec un homme blanc. Enfin, la femme est toujours sous la protection d'un homme. Voilà. Donc, j'ai été prise au sérieux et on m'a pris en charge. À ce moment, parce que lui aussi, il arrêtait pas de gueuler c'est vrai, il gueulait beaucoup pour qu'on me prenne en charge. Et j'ai été pris en charge, vraiment. Grâce à lui, j'ai été pris en charge. Donc, voilà. Et j'ai, une insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire que les ovaires je n'ovule plus. Donc voilà, ou très peu. J'ai que 3% de chance à chaque rapport sexuel d'avoir une grossesse menée à terme. Mais, malheureusement aussi, j'ai les trompes bouchées, dû à une tuberculose génitale. Parce que en fait j'avais déjà le bacille de Koch dans l'organisme en fait, et souvent les situations de stress, et parce que je suis arrivée en tant qu'étudiante étrangère, ça il faut aussi le préciser, et une situation où j'étais financièrement fragile, vraiment très très fragile, et ça aussi j'avais beaucoup de dettes, voilà, dont je travaille énormément. Et c'est comme ça que le bacille de Koch s'est réveillé en fait aussi, c'est que voilà. Le bacille de Koch. Ouais, c'est celui qui cause en fait la tuberculose en fait, le bacille de Koch. C'est dingue comme on connaît rien en fait de toutes ces maladies. Donc voilà, donc du coup j'avais eu ensuite pulmonaire, j'ai eu nouveau de péritonéal en fait dans le ventre en fait, après le péritonéal après qui s'est diffusé dans le côté génital, donc j'ai les 2 trompes ont été bouchées suite à ça. Donc voilà, et j'ai aussi l'endométriose. Donc voilà, j'ai l'endométriose, les fibromes, les 2 trompes bouchées et l'insuffisance ovarienne prématurée. Donc voilà, comme dit une amie, tu sers à rien en termes d'utérus. Tu sers à rien. Ouais, dis ça, mais tu sers à rien. Enfin, maintenant, j'en rigole. Au début, ça me faisait, voilà, pour dire que, parce que notamment en Afrique, une femme qui peut pas avoir un enfant, c'est un arbre sans fruit, un arbre qui n'a aucune utilité, qui peut pas produire. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une blague. Je sers à rien, voilà. Je sais que tu es aussi passée dans le podcast de Tsipora Sidibé qui s'appelle Tant que je serai noire. Et elle précise, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, qu'on parle d'infertilité en cas d'absence de grossesse malgré des rapports sexuels non protégés pendant une période d'au moins 12 mois. Et d'après des données, 15 à 25% des couples seraient concernés. Ça baisse au bout de 2 ans de tentative à 8%, 10%. Est-ce que c'est ta définition de la fertilité et de l'infertilité, le fait de pas tomber enceinte après 12 mois? En fait, c'est la définition de l'ONU, enfin l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui ont rajouté, je crois, en 2017 aussi les personnes homosexuelles. C'est l'incapacité, voilà. Qui sont donc infertiles. Exactement, tout à fait. C'est l'incapacité d'avoir, en fait, un enfant avec un rapport sexuel, qui dit rapport c'est coït, bien évidemment, hétérocentré, voilà, après 12 mois de rapport sexuel consécutif. Donc voilà. Et un couple homosexuel, après 12 mois de rapport sexuel consécutif, ne peut pas avoir un enfant. Donc c'est d'où l'infertilité.
Par contre, où là je suis pas d'accord avec cette définition, où je pense qu'il faut vraiment évoluer, c'est la notion de fertilité. Fertilité, pourquoi j'explique que, enfin, parce que l'infertilité est vue de manière très négative et les gens ont peur de ce mot-là, en fait. Il fait peur, je suis infertile, voilà. Et surtout lorsqu'on a un désir d'enfant ou qu'on se pose la question de ce désir ou pas de l'enfant. Donc, c'est un mot qui fait peur. Alors que la fertilité est plus inclusif. Parce que aujourd'hui les femmes aspirent à s'épanouir professionnellement et il faut le dire, la fertilité décroît à partir de 35 ans et chute à des 40 pour ans. Les femmes cisgenres. Pour les femmes cisgenres. Les hommes 40-45 ans. Donc même les hommes aussi, il faut penser à la. Et lorsqu'on aspire à une carrière, il faut penser à la fertilité, faire des bilans de fertilité. Par exemple moi j'aurais dû le faire à l'âge de 22 ans par exemple. Voilà, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Donc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la fertilité, plus inclusif en fait, parce que la fertilité concerne tout le monde, même les couples homosexuels, enfin les personnes homosexuelles, même les personnes hétérosexuelles, les personnes qui sont également intersexes également, ça concerne tout le monde en fait. La notion de fertilité. Je vérifie si j'ai la capacité de me reproduire, c'est tout. Donc a priori, ce que tu dis, c'est que si on a peut-être éventuellement un désir d'enfant, dans la vingtaine, faire un bilan de fertilité, c'est ce que tu conseilles de faire? Oui, en fait, aujourd'hui en France, la loi, je m'étais battue pour qu'il y ait la préservation, l'autoconservation des ovocytes ou des gamètes, incluant les hommes, parce que là, je suis une femme, mais dans le débat, le combat que j'ai fait, j'ai mené également à la fois pour les femmes et les hommes. Les gamètes, c'est à partir de 29 ans. Et moi, mon cas, c'était trop tard pour moi à 29 ans. Mais bon, la loi n'a pas intégré les personnes comme moi. Mais voilà, de pouvoir faire le bilan au moins à 27 ans, faire ce bilan de fertilité-là, ça inclut tout le monde en fait. Vraiment, je suis personne humaine ayant un désir d'enfant. Je me pose la question de ma fertilité. Voilà, surtout si j'ai un désir ou pas d'enfant, où je me pose la question de mon désir. Voilà. Donc, d'accord. Et selon la loi, ce que tu dis, c'est qu'à partir de 29 ans, on peut congeler ses gamètes. C'est ça. Exactement. Pour pouvoir les réutiliser plus tard. Exactement, c'est ça. On peut conserver, que ce soit un homme ou une femme, on peut conserver gratuitement? Oui. Oui. Enfin, c'est pris en charge. C'est pris en charge, effectivement. Mais par contre, la conservation, c'est payant. C'est propre à chacun de payer. Je crois que c'est 135 ou je sais plus. Mais c'est une centaine d'euros. On fait la conservation chaque année. Chaque année. Est-ce que tu peux nous dire, tu l'as déjà raconté dans pas mal de podcasts, d'articles, d'interviews, mais brièvement nous raconter ton parcours de PMA brièvement, parcours PMA a commencé. Enfin, brièvement, c'est assez long, mais. Ouais, mais je vais vraiment le faire en synthèse, en fait, avec les dates, mots-clés, vraiment qu'on voit la chronologie. Là, vraiment, mon infertilité, je l'ai su, en 2014. J'avais des fibromes, en fait. En fait, je le savais déjà, que j'étais infertile. Je savais. Comment tu savais? Parce que les rapports, enfin, j'oubliais tout le temps la pilule. Vraiment, à 20 ans, j'oubliais tellement la pilule que, bizarrement, je tombais pas enceinte. En plus, j'ai dit à ma cousine, je me rappelle très bien, on était à Châtelet. Je dis, ah non, je crois que je suis infertile. Je lui ai dit ça à l'âge de 22 ans. Elle me dit, non, mais n'importe quoi. Je dis, non, j'oublie tellement la pilule que je suis infertile. C'est pas possible. Et tout. Et après, c'est à l'âge de vraiment 30 ans. En 2014, j'avais 30 ans. Oui, en 2014, que j'ai su, enfin, le diagnostic vraiment d'infertilité est tombé. Voilà, on a fait une échographie, une IRM qui a vraiment soulevé les fibromes étaient sous-muqueux dans la cavité utérine, c'est-à-dire qu'aucun embryon n'aurait pu se greffer, voilà, il n'aurait pas pu évoluer. Et également, elle a fait une hystérosapelgographie, qui est l'examen. Quoi? Une hystérosapelgographie. C'est un examen d'examination des trompes. Et dans les trompes, elle a vu que mes trompes étaient bouchées. Donc voilà. Et après, on a eu un bilan hormonal qui a décidé. Enfin, on m'a orienté vers le don d'ovocytes. Donc ça a été vraiment très difficile ça parce que je me posais pas la question. Je savais que je savais pas si je voulais les enfants ou pas. Mais t'étais en couple à ce moment-là? J'étais en couple. En fait, c'est ça. Parce que je voyais toutes mes copines en avaient. Mais dans mes précédentes relations aussi, chaque fois, je voulais pas. En fait, quand j'étais pas en sécurité avec un homme, j'en voulais pas. En fait, c'était ça. Donc du coup, c'est plutôt normal. Voilà. Mais pour ces personnes, non. Voilà. Donc voilà, et du coup, moi, quand j'ai eu ça, du coup, j'étais dans une forme de panique parce que là, maintenant, je suis vraiment infertile, je peux pas avoir d'enfant. Et là, vraiment, ça a été la descente aux enfers. J'étais en couple et avec cette personne-là parce que, enfin, moi, je donne pas son nom parce que aujourd'hui, avant, je l'appelais connard. Maintenant, je l'appelle plus connard. En fait, je donne pas son nom parce que j'ai évolué. En fait,
le ressentiment ou voilà la colère vis-à-vis a passé en fait. C'est l'homme blanc dont tu parles? Non, ça c'est un homme noir. Un autre. Ouais, voilà, parce que j'ai eu plein de relations. Voilà, c'est un autre. En fait, là, c'était un homme noir qui habitait dans l'est de la France. Donc, du coup, on s'était enregistré au SECO de Schiltigheim. Le SECO, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le SECO? Le SECO, c'est le Centre d'études de conservation des ovocytes et des spermatozoïdes. Donc voilà, il y en a pas mal en France, voilà. Et du coup, on s'est enregistré à Schiltigheim, c'est voilà Strasbourg. Et c'est là où on a été orienté vers le don d'ovocytes et ils nous avaient dit il n'y a pas d'ovocytes noirs. En plus d'être infertile. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il faut des ovocytes noirs? Ouais, en fait, on le sait, la France est une société majoritairement blanche. On va pas se le cacher là-dessus. Donc du coup, les personnes noires sont minoritaires. Et longtemps, suite à mes actions, l'agence de biomédecine, celle qui est mandatée par l'État, par le ministère de la Santé, de faire des actions, notamment pour pouvoir parler de sensibilisation sur le don d'ovocytes, avait complètement oublié la communauté noire. Comme par hasard. Voilà, ça c'est voilà. Exactement. Donc du coup, la communauté en question n'était pas au courant de ce que c'est que le don d'ovocytes. Moi non plus, j'étais pas au courant. C'est quand j'étais infertile que j'étais au courant. D'ailleurs, tu peux aussi dire ce que c'est que le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes, c'est le don, la FIV. Le don d'ovocytes, c'est les femmes qui sont en incapacité d'avoir les enfants qui sont liés génétiquement avec eux, en fait, qui vont demander à une autre femme de leur donner leurs ovocytes et ensuite qui va être fécondée avec le spermatozoïde, soit d'un donneur ou de l'homme issu cisgenre, enfin la personne ayant un pénis, plutôt on va dire ça, ayant un pays, même pas un pénis, des testicules. Du sperme, ouais. Voilà, ayant des testicules, parce que d'autres peuvent avoir un testicule sans pénis. Voilà, ayant un testicule, de pouvoir, voilà, pour produire les spermes, le spermatozoïde avec les ovocytes. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est dans ce cas-là, avec soit un don de spermatozoïde, ou soit le sperme de la personne avec laquelle on est en couple. Donc voilà, c'est là des testicules. Donc c'est ça le don d'ovocytes. Donc moi, c'était avec les ovocytes d'une autre femme et avec le sperme, avec la personne avec laquelle j'étais en couple, cet homme noir. Et du coup, on a indiqué que c'était une femme blanche parce que elle avait dit, le professeur qu'ils avaient reçu en 8 ans, elle n'a pas vu une femme noire pousser la porte du sécos. Oui, et puis pour que tes enfants te ressemblent, il faut que ce soit une femme noire. C'est ça. Qui donne ses ovocytes. Exactement, c'est ça. Et du coup, s'en est suivi beaucoup de violence dans le couple, beaucoup de violence. Il m'a battu le 14 février 2016. Voilà, je suis toujours émotionnelle quand je parle. Violemment battu avec 4 coups de poing au ventre et 2 coups de poing au visage à 10 jours de mon opération des fibromes. Parce que voilà, je lui demandais d'être plus présent. Et alors qu'au départ, moi, j'avais très transparent, j'avais dit j'étais infertile quand on s'est rencontrés, que j'étais infertile, je pouvais pas procréer. Il avait dit il y avait pas de problème, mais une fois dans la relation, je vois que les problèmes se posent. Voilà, beaucoup de violence, beaucoup de chantage, de bouderie, voilà, c'était ça en fait. Et je me retrouvais plus dans le couple. Je me rappelle, je suis partie voir mon chef à Paris, qui moi j'étais solaire, il m'appelait son rayon de soleil quoi. Mon chef, il me dit mais Sandrine, je te reconnais plus. Et je me suis mis en sanglots dans son bureau. Il m'a dit bah Sandrine, c'est pas à moi que tu dois dire tout ce que tu ressens, c'est à la personne à qui tu vis. T'as besoin de sa présence. Du coup, ce jour-là, je l'ai confronté parce qu'à chaque fois, il dit j'en ai marre, t'es tout le même temps les sujets, infertilité, ras-le-bol. Et du coup, j'ai confronté. J'ai fini avec les coups de poing parce que à chaque fois, je me mettais en retrait. Je confrontais quand je voyais qu'il y avait un blocage. Du coup, je me mettais en retrait. Je voulais pas aller à une violence. Je suis allée dans le moment inévitable. Et c'est à ce moment où j'ai arrêté. J'ai arrêté la PMA avec lui, j'ai écrit au SECO de Schiltigheim que je veux plus continuer. Et c'est là où la vraie descente aux enfers, parce que je suis partie à l'hôpital. Enfin, j'ai perdu 14 kilos parce que il m'a frappé et je devais quand même, parce que les fibromes étaient très douloureux. Ce que je dis, les fibromes, c'est une douleur innommable. Enfin, je peux même pas le nommer. Parce que j'avais en plus les pédiculés. Enfin, les fibromes pédiculés, c'est ce qui se tient sur un fil de. T'as dit que c'était quoi un fibrome? Un fibrome, c'est une tumeur. Voilà, qui est pas maligne, qui est bénigne en fait, qui va s'infiltrer, soit dans l'utérus, sur différentes parties de l'utérus, soit dans la cavité utérine, soit au niveau de l'interstice entre l'endomètre et
la couche qui recouvre avec d'autres organes comme l'ovaire et tout ça, ou soit au niveau pas loin au niveau de péritoine, au-dessus de l'utérus, voilà, c'est au niveau péritoine là, de l'abdomen de péritoine, c'est là. Donc voilà, c'est là où effectivement il va se greffer l'utérus, ça fait très très mal. Les femmes noires le vivent très difficilement, les fibromes. Ça impacte vraiment leur vie au quotidien. C'est pour ça aussi je lance aussi parce que on a eu une loi qui a permis la prise en charge de l'endométriose. On a oublié les femmes noires avec les fibromes. Je trouve aussi, ça manque quand même de sororité. Effectivement, oui, ça a été porté par les femmes blanches parce que les femmes noires sont les plus touchées par les fibromes. Les femmes blanches ont complètement oublié en fait la situation des femmes noires sur ces questions-là. Et nous, on dépense énormément, sachant que nous on ne vit pas des situations financières. On n'est pas très, enfin, on peut le regarder en termes de revenus médians en France, on est très très bas nous les femmes noires, mais on dépense énormément pour être pris en charge dans les fibromes, alors qu'une justice reproductive aurait fait que on couvre l'ensemble des femmes. Donc moi j'ai l'endométriose et les fibromes. Parfois je suis obligée de dire à mon médecin de mettre les fibromes pour être pris en charge, même quand il me traite pour de mettre l'endométriose quand il me traite pour les fibromes, pour ne pas avoir à sortir de l'argent. Il faut se mettre dans l'illégalité parce qu'on n'est pas couvert. Enfin ça aussi, voilà. Ces formes d'injustice comme ça que vivent les femmes noires en permanence, qui sont quand même pénibles. Donc elles attendent des années pour avoir des ovocytes de personnes noires, c'est ça? Ouais, elles attendent des années pour avoir les ovocytes parce qu'il n'y a pas. Voire elles en ont jamais. Elles en ont jamais, elles sont obligées de partir à l'étranger. Et pour les prises en charge de certaines pathologies, notamment comme les fibromes, comme il n'y a pas de prise en charge il n'y a pas d'ALS, qu'on appelle l'ALS, affection longue durée, exactement, ALD, affection longue durée, dans le cas des fibromes, ce qui est le cas pour l'endométriose depuis la loi de 2000. Oui. Exactement. Les fibromes, on n'en a pas. Ça n'a pas été encore reconnu. Okay. Exactement. C'est pas reconnu comme une maladie handicapante. Mais c'est les femmes noires qui sont les plus touchées par les fibromes. Donc toi, tu te retrouves, séparée de cette personne, ouais. Tu souffres, t'es opérée, tu perds 14 kilos. C'est ça. Et après, ton parcours PMA, les années suivantes, qu'est-ce qui se passe? Après, je rencontre mon descente aux enfers et je rencontre la personne avec qui je suis en couple actuellement. Et du coup, pareil, on se parle parce que lui, il faisait les documentaires sur les violences faites femmes. Voilà, les violences que les femmes noires subissent au sein des couples. Même les violences sexistes, par exemple le repassage à dessin, et moi je suis tombée dessus via les médias, sur Facebook. Je me suis dit putain, mais ça, moi j'ai été victime des repassages à dessin, c'est-à-dire que repassage dessin. Ouais, on masse les seins des femmes pour éviter que les hommes mettent des regards pour les violer. Enfin, voilà. Moi, ma mère me l'a massé pour éviter que ma mère c'était plutôt que je grandisse vite et que les hommes en regard sur moi. Du coup, quand j'ai vu le documentaire, je me dis mais ça existe encore ce truc, parce que pour moi ça n'existait plus. Et là, c'est comme ça que je l'ai contacté. Donc, il faisait un documentaire sur les violences des femmes noires, en fait, que vivent les femmes noires au sein des couples, conjugales et tout. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui et que la relation, on se fait du bien. Parce que je voulais être dans une relation vraiment safe, avec un homme qui est déjà à peu près sensibilisé sur ces violences-là. C'est vraiment ça. Parce que moi, je viens de subir des violences, je voulais pas encore repartir dans une relation où, je vais tout réexpliquer à quelqu'un. Voilà. Mais après là je lui dis je suis dans une démarche de PMA, moi je vais aller à l'étranger, je vais pas faire. À ce moment-là, tu pensais toujours que tu voulais un enfant. C'est ça, exactement, je voulais toujours un enfant parce que voilà, et je lui ai dit je vais à l'étranger et tout ça nanana, et il me dit OK, je vais faire avec. Je dis non, moi je fais seule, j'ai pas envie de Tu fais seule. Je fais seule. Voilà, je suis partie au Portugal. Au Portugal, je suis partie, ça n'a pas marché, j'ai eu une grossesse molaire, c'était en 2018. Non, 2016, pardon. 2017. 2017, j'ai eu une grossesse molaire. Grossesse molaire, c'est une anomalie du placenta qui peut tourner vers le cancer. J'ai pas eu le cancer, heureusement. Ok. Donc voilà, après ça, une année où c'était difficile parce qu'il a fallu faire enlever l'embryon avec le médicament, le misoprostol, comme l'avortement, voilà. C'était dur parce que je perds du sang, Et là, je commençais à vivre vraiment j'étais plus bien au boulot. Je fais des crises en permanence, j'étais aux urgences, systématiquement aux urgences parce que je n'allais pas bien, moralement, j'allais pas bien. Je commençais vraiment, là, j'ai pensé parce que ça j'ai oublié de dire, quand j'ai été opérée, j'ai fait une tentative de suicide juste après l'opération et j'avais des idées suicidaires. J'avais permanence des idées suicidaires. Donc du coup, là j'ai dit il est temps, je suis partie voir un collègue en larmes dans le bureau. J'ai dit je vais faire quelque chose et je pense que ça ne va pas. Et du coup, celui avec qui j'étais, il était quelque part aussi quelqu'un qui me tenait. Il m'appelait tous les soirs. Ouais, Sandrine, t'en es où? Enfin, en fait, il me tenait au téléphone pour que je sombre pas, en fait. Il checkait, il prenait des nouvelles de moi.
Et c'est comme ça que moi, après, je suis allée voir le psy. Et là, la question de mon désir a été posée. Elle me dit, mais vous luttez trop. Pourquoi vous voulez un enfant? Ça a été là, mais c'était le... C'était la première fois que tu voyais une psy? Ouais, exactement. Pourquoi vous voulez un enfant? Et là, tu t'es dit, c'est quoi cette question? Exactement. Et ça a été la question la plus libératrice. Tout de suite ou t'as mis du temps à réaliser? J'ai mis du temps parce que j'ai parlé de mon histoire avec tous les hommes que j'ai connus, voilà, ma réticence d'avoir un enfant quand j'étais pas. Elle me dit, mais vous savez, les femmes se posent autant de questions que vous. Hein. Elles font des enfants, elles font. Vous vous posez trop de questions pour le faire. Ah, elle trouvait ça louche que tu te poses autant de questions? Ouais. Parce qu'elle dit, les femmes se posent pas autant de questions que vous. Les femmes font, elles sont dans une relation, elles s'installent, elles font des enfants. Oui, enfin, c'est pas forcément mieux qu'elles le fassent sans réfléchir. C'est ce qu'elle m'a dit. Et puis toi, forcément, vu que t'étais dans un parcours compliqué de PMA, forcément, t'as le temps de te poser des questions. Non, et je me posais déjà avant, aussi. Puisque oui, mais c'est bien de se poser des questions, je vois pas le problème. Oui, mais en fait, elle me disait que le fait que je me pose autant de questions, ça veut dire que il y a déjà une interrogation de ma part sur ce désir. Je l'interroge, ce désir-là. C'est ce qu'elle me disait. Mais vous luttez trop, en fait. Vous luttez trop. Je vois chaque fois, elle a vu le parcours. Je continuais ma vie, en fait. Quand le médecin disait faut pas courir, moi je courais. Quand le médecin dit faut pas faire ceci, je faisais ce que je voulais. Elle dit en fait là, vous êtes dans une démarche où vous n'êtes pas. Elle dit, vous savez, les femmes quand elles veulent un enfant en PMA, elles se mettent en arrêt, elles se nanana. Oui. Elle me dit mais vous êtes complètement à l'opposé. Vous êtes en lutte. En permanence, on lutte, vous luttez. Elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez un enfant? Et c'est là, j'ai dit, mais bon, moi, je me posé la question. Elle m'a dit, allez faire les exercices, parce que c'était en psychosomatique, parce qu'elle expliquait tout mon vécu, mes parents, l'enfance et tout. Et là, j'ai commencé à écrire, j'ai demandé aux gens. C'est là où j'ai posé les questions aux gens. Pourquoi vous voulez les enfants? D'autres disent, il faut pas être seul. Moi, je m'en fous. La solitude n'a jamais posé un problème pour moi, en fait. Enfin, d'être seul avec moi-même, c'est pas une question pour moi. D'autres, pourquoi vous voulez? Parce que j'ai envie de laisser un héritage. J'ai fait, putain, de toute façon, nous, les noms, on n'a pas grand chose comme héritage. C'est pas ça que je vais laisser à quelqu'un. Enfin, voilà, on struggle beaucoup, on souffre beaucoup. Enfin, je suis pas sûre. Je vais laisser peut-être les dettes, à la limite. Enfin, chaque fois, je posais les questions aux gens sur pourquoi ils ont fait des enfants et je trouvais aucune réponse qui m'allait. Et c'est là, je me suis dit, mais pourquoi moi, je veux un enfant? Et j'ai compris, j'en voulais pas, en fait. Je voulais parce que la société me disait qu'il fallait en avoir, parce que c'était important d'en avoir, parce que j'avais la pression, le fait que je sois infertile, que je voulais prouver que j'étais pas infertile. Enfin, j'étais dans une lutte permanente, en fait. Je m'étais pas posé la question. Et j'ai eu beaucoup de femmes féministes, beaucoup de lectures, de romans m'ont aidé dans ces traversées-là. Donc, ça dit que les femmes m'ont porté à travers leurs écrits, leur parcours, leur histoire, qui m'a fait me poser les questions. C'est pour ça, voilà. Et là, je me suis dit, en fait, moi, vivre la maternité en soi, ça j'ai pas envie. Mais par contre, dans la transmission, à travers ce que je fais, on prend des alternants, faire des interventions auprès de l'association, voilà, voilà, où je viens faire des présentations auprès des jeunes lycéennes et collégiennes pour qu'elles puissent embrasser le métier de la cyber. C'est une forme de transmission. Et c'est ça qui me correspond le mieux, en fait, transmettre. Et voilà, je suis OK aujourd'hui avec ça. Donc voilà. C'est ça. Et pour revenir au célibat aussi, je pense que c'est hyper important de voir que quand on est en couple hétéro, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu automatique cette question d'avoir un enfant, de penser à avoir un enfant, la prochaine étape. Et peut-être que la période où t'étais célibataire, bah t'as continué à dans ton parcours PMA, mais qu'il a fallu voilà ce déclic de la psy. Après, ouais, effectivement, là, le fait que aussi je voulais pas dans le parcours, parce que c'est vrai que je l'ai intégré après, mais je voulais pas l'intégrer parce que il y a ce truc-là, qu'on intègre un homme. Et si tu voulais pas intégrer le nouvel homme. Parce que pourquoi? Parce que si on intègre un homme et que l'homme après dit, tu sais, les hommes font des chantages, mais vraiment enfin, dans les forums, les hommes font des, oui, mais surtout qu'on prend quelqu'un on n'est pas dans une situation de couple. Quelqu'un, envie qu'on ait une relation naissante. Ils font des chantages. Oui, mais je vais dire à la clinique de fertilité que je vais plus continuer le parcours. Mais vous pouvez pas. En fait, finalement, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Surtout que des chantages, tu veux dire quand ils sont en colère, ils vont dire finalement j'ai changé d'avis. C'est exactement ça. Alors que bon, quand t'es enceinte, ils peuvent plus. Exact. Et du coup, bah oui, ça. Et puis les violences que t'as racontées, voilà, en fait, c'est ça. C'est hyper dur exactement. comme parcours et surtout ça. Quand ils se lancent, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Non, c'est éprouvant pour la femme. Et surtout que les cliniques de fertilité, parce que je me suis énervée contre les cliniques de fertilité les cliniques de fertilité. Voilà. Ouais, en Ukraine. J'ai dit, mais écrivez-le, en fait. Arrêtez de m'écrire à moi, en fait.
J'ai dit, c'est un projet en deux. Vous m'écrivez tout le temps à moi, en fait. Mais lui aussi fait partie du truc, quoi. Du coup, c'est tout le temps à moi en fait, c'est la femme. Le projet bébé, c'est pour la femme, en fait. Même au sein des cliniques, c'est pour la femme. C'est pas l'homme. C'est la femme qui veut un enfant. Donc, le coût de reproduction est toujours porté par la femme. C'est pas par l'homme, en fait. Et moi, j'en avais marre de ça, en fait. En fait, c'est pour ça que même la psy me disait, mais ça me gonflait. En fait, parfois, les mails, j'écrivais pas, allez, vas-y, répondre, enfin, donnez-lui, il va répondre, en fait. Arrêtez de me solliciter en permanence. Le projet, c'est à deux, en fait. Il y a autant ces spermes maladies. En plus, j'avais fait. En plus, c'est même pas mes ovocytes. Il y a pas mes gènes là-dedans. Donc, c'est plutôt lui, questionnez-le. Enfin, vraiment, et aussi, T'avais toute la charge mentale. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Au bout de plusieurs années, c'est normal. Ah, ça m'a gonflé. Et du coup, moi, ça, vraiment, à la fin, vraiment, quand j'ai décidé d'arrêter, c'était en 2018, et du coup, j'ai envoyé bouler les cliniques. Vraiment, j'ai envoyé bouler, j'ai dit, allez, écrivez-le, parce que moi, ça, j'en ai ras-le-bol, et tout. J'ai dit, en plus, moi, je dois me taper les injections hormonales. En plus, je dois tout le temps gérer les mails. Enfin, lui aussi peut gérer, enfin, je sais pas. Mais en fait, c'est ça. Et c'est la même chose en France aussi, même les sécos, hein. Il faut porter la charge sur la femme. L'homme ne porte rien. L'homme, il vient juste donner sa semence. Oh, le grand maître avec son phallus. Juste sa semence. Mais il faut également qu'il y ait un changement, une déconstruction même dans les cliniques pour impliquer l'homme, quoi. Dans ces parcours-là, en fait. Il donne sa semence, c'est la femme qui va se taper tout le travail. Du coup, si j'ai bien compris, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas assez de donneuses noires. Est-ce que tu peux expliquer s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent donner leurs ovocytes, comment ça fonctionne? Une personne qui souhaite donner, en fait, ses ovocytes, faut juste qu'elle aille se déplacer au niveau du CECOS, le Centre d'études et conservation des ovocytes et spermatozoïdes, pour le premier rendez-vous. Aujourd'hui, c'est qui est très bien. Ils ont fait évoluer les choses. Via Doctolib, on peut prendre le rendez-vous. Alléluia. Allez, ça va convaincre. Voilà, c'est alléluia, parce que avant c'était compliqué. Donc du coup, voilà, après c'est un peu plus ou moins lent en fait, mais en général, quand quelqu'un dit veut donner, ils se mettent au diapason, enfin ils sont assez réactifs là-dessus parce qu'ils savent qu'il y a très peu de donneuses. Aujourd'hui, par exemple, il y a une pénurie sur le sperme, par exemple, parce que beaucoup des femmes seules, les femmes homosexuelles, qui ont déjà des ovocytes, voilà, c'est ça, veulent avoir un enfant. Voilà, une femme seule veut avoir un enfant et une femme en couple homosexuel veut avoir des enfants. Donc du coup, il y a une pénurie au niveau des spermes. Donc du coup, quand quelqu'un veut donner, que ce soit le sperme ou les ovocytes, ils sont assez réactifs, le sécos. Oui, enfin, on dit qu'il y a une pénurie sur le sperme, mais il y a aussi une pénurie sur les ovocytes, ouais, même ça. Pour les personnes blanches. Donc, exactement. Allez-y si vous avez envie. Ça. Hein. C'est ça, exactement, c'est ça. Du coup, beaucoup vont à l'étranger. Honnêtement, j'ai accompagné pas mal de femmes qui veulent aller à l'étranger, quoi. Donc ça aussi, voilà. Et aussi, la loi, elle est aussi injuste parce que moi, je me suis battue au niveau de la loi de bioéthique, de révision de bioéthique, parce que moi, ça m'a gonflé. Enfin, les différents, femme homosexuelle, femme en couple homosexuel, femme seule. J'ai dit, mais t'es personne humaine, en fait. Qu'en est-il des personnes trans? Ça m'a gonflé. En fait, vraiment, à un moment donné, j'étais tellement énervée que je suis sortie dans les relectures de la loi. Bah, ça m'a gonflé. Parce que, enfin, moi, je comprends pas qu'on est encore en 2022 en train de se poser. Pour moi, t'es une personne humaine, t'as un désir ou pas. Et l'État, la société se met en marche pour pouvoir t'offrir cette possibilité-là. Point. Oui, les personnes trans sont encore exclues de la PMA. Exactement. Oui, mais intersexe aussi. Parce que on le définit comment? Le intersexe. Oui, ils ont bien mis les mots femmes et hommes dans la loi pour être sûr d'exclure les autres personnes. C'est ça. Et du coup, bon, la personne prend rendez-vous sur Doctolib et veut aller donner ses ovocytes. Quand même, dis-nous ce que ça implique, parce que c'est pas anodin non plus. Du tout, c'est pas anodin. Du coup, le premier rendez-vous, il y a les bilans hormonaux, il y a ce nombre d'examens, l'échographie. Pour voir si la personne a... Voilà, sa situation de fertilité, son bilan de fertilité. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a un bilan de sa fertilité. Ah oui, on peut le faire aussi pour soi. Parce que si on veut faire son propre bilan de fertilité au CHU de Créteil, c'est 400 €. Donc, soit on veut donner, c'est gratuit, ou soit on va payer 400 € pour avoir au moins quand on fait le don, au moins on économise 400 €. Et du coup, après ça, on a les examens et maintenant le sécos nous dit effectivement si on va aller jusqu'au bout. Si on doit aller... si on peut. On peut aller jusqu'au bout. Si on peut aller jusqu'au bout, tout à fait. Si on peut aller jusqu'au bout. Et là, on va rencontrer maintenant la psy qui va interroger le projet pour savoir est-ce qu'on vous a forcé à faire le don, est-ce que quelqu'un vous a contraint, voilà. Voilà, c'est important quand même de savoir si il y a pas de regret derrière ou dans quelle situation elle fait, est-ce que... Voilà. Donc, il y a quand même une évaluation psy qui est faite. Une fois que le psy donne son accord, il y a un document qui est signé, mais c'est rapide au fait au niveau du notaire, je crois, pour dire que l'enfant n'appartient pas en fait. Voilà, tu signes un document pour dire que c'est pas ton enfant en fait. Tu donnes tes cellules.
Enfin, c'est les cellules. Donc tu signes un document voilà. au sécos. Okay. C'est ça, exactement. Une fois que tu as fait ça, maintenant, ils vont planifier, en fait, la ponction. Enfin, ils vont te donner le planning, en fait, de déroulement, en fait, de les simulations, le nombre de jours. En général, la simulation dure entre 10 et 12 jours. On fait une simulation courte parce qu'on va pas stimuler longtemps. Après, on fait les simulations longues quand la personne est vraiment infertile. Mais une personne fertile qui va dans une démarche de dendrocyte, c'est une simulation courte. C'est entre 10 et 12 jours, en fait. À faire des piqûres d'hormones, c'est ça? C'est ça, des piqûres d'hormones, exactement. Après, il y a un screening, en fait. Enfin, une échographie qui est faite, en fait, pour savoir comment les follicules ont évolué. Les follicules, c'est le liquide qui entoure les ovocytes. Donc, voilà. Dans les ovaires. Voilà, dans les ovaires, tout à fait, dans les ovaires, exactement. Les follicules sont dans les ovaires. Donc, on va vérifier, on fait leur taille pour savoir comment on peut déclencher l'ovulation. Donc là, on va prendre un médicament, j'ai oublié le nom, qui s'appelle déclencher l'ovulation. Et là, on va faire la ponction. Parce que du coup, un ovocyte, c'est un ovule pas... Enfin, c'est quoi la différence entre un ovocyte et un ovule? Ovule, c'est un ovocyte mature. Un ovule, c'est un ovocyte mature. C'est celui qui est prêt à être fécondé. Ok. Voilà. C'est ça. On ne prélève que une fois qu'on prélève, on aspire les follicules. Du coup, c'est une opération sous anesthésie générale? Oui, ou ça certains dépend? demandent anesthésie générale, d'autres c'est local. Par exemple, j'ai accompagné une amie au Danemark, c'était sous local. Elle avait appréhendé parce qu'elle a fait 2 fois le don d'ovocyte. C'est une femme noire, elle a fait 2 fois le don d'ovocyte. Et du coup, elle avait fait sous anesthésie générale. Et au Danemark, elle a fait là, puisqu'elle est dans une démarche de maman solo, elle veut faire sa PMA seule, puisqu'elle ne veut pas intégrer d'homme nulle part dans sa PMA. Elle, c'est une vraie sologame, mais une vraie. Mais pourquoi elle fait un don? Non, elle a fait un don pour aider les femmes noires. Elle est noire. Et elle est partie au Danemark pour faire sa PMA toute seule. Oui, mais elle va bien recourir au sperme. Oui, mais pas d'homme. Oui. Voilà. Le sperme, ça n'implique pas forcément. Voilà, c'est ça, exactement, d'être en relation. C'est ça. Et voilà. on a parlé vite fait de la congélation des ovocytes plus tôt. Est-ce que tu t'y connais? Est-ce que tu sais comment ça marche? Oui. En fait, la vitrification, on appelle ça la vitrification des ovocytes. On a l'autoconservation. En fait, ça marche. C'est comme si on faisait un don. Exactement. Il y a la ponction. Et ensuite, faut payer, comme tu disais, 100 € par an. C'est ça. 100 € par an pour la vitrification, pour la conservation, c'est tout. En fait, c'est la même chose qu'un don. Sauf qu'avant, la loi, en fait, pour pouvoir conserver soi-même ses ovocytes, il fallait donner. Aujourd'hui, on peut faire une autoconservation indépendamment du don. Soit on veut donner, soit on fait une autoconservation. Pour les femmes qui aspirent à une carrière, moi je les conseille de faire plus tôt, à 25 ans, un bilan de fertilité. Certes, d'offrir parfois des petits, parce qu'on offre parfois des, il y a un truc, surtout dans la culture camerounaise, lorsque la personne passe à l'étape de puberté, on offre des petits cadeaux à la fille qui va à la puberté. Je dis, pourquoi pas offrir des cadeaux? Ça peut être des idées, hein, en fait, des paquets cadeaux, en fait, aux femmes qui sont à 25 ans, l'âge où on offre des petits cadeaux pour aller faire son bilan de fertilité, à la clinique. Et comme ça, elle peut voir si elle peut conserver à ce moment-là. Oui, mais t'as dit que c'était qu'à partir de 29 ans qu'on pouvait conserver. Tout à fait. Mais soit celle qui est dans une situation où elle peut pas attendre selon le bilan de fertilité. Là, si c'est dans le cas d'une endométriose, là, le médecin, dans ces cas-là, quand on est dans une endométriose chronique, on peut conserver indépendamment des 29 ans. Donc, selon les types de pathologies qu'elle peut avoir. Donc, voilà. C'est ça aussi, il y a les subtilités dans la loi si on est dans le cas d'une endométriose chronique. Par contre, les fibromes sont toujours pas à l'ordre du jour. On se bat pour ça. On exclut encore les femmes noires. Parce que même les fibromes, parce que les multiples opérations successives de fibromes chez la femme noire réduisent sa fertilité drastiquement. Et les femmes noires en moyenne font souvent 2 opérations. Moi, j'ai fait 2 opérations pour mes fibromes. Et tu sais combien de pourcentage des femmes noires sont atteintes de fibromes? Oui, 89% de femmes noires sont atteintes de fibromes. 89% des femmes noires ont des fibromes? Tout à fait. 89%. Et combien de pourcents des femmes blanches, on sait pas? Les femmes blanches, en fait, c'est 35, selon l'âge, à peu près 35% de femmes blanches. Donc on peut avoir des fibromes, mais quand même ne rien sentir et être en bonne santé. C'est ça. D'accord, ouais. Donc l'endométriose est passée avant ça, alors que clairement. C'est ça. Voilà. Et donc vraiment, il faut le dire, après 35 ans, les ovocytes sont beaucoup moins. Ouais. Voilà. Comment dire, efficace. Enfin, je sais pas. Elle chute. À 35 ans, il y a une chute, voilà. Donc, c'est pour ça, il est important, celles qui ont un désir ou qui se posent la question de ce désir-là, de faire des enfants. Surtout que plus les années passent, plus la fertilité décroît avec les perturbateurs endocriniens, avec ce qu'on mange. Donc, prenez le pas si vous avez vraiment envie d'avoir un enfant. Mais quand même, ça me fume qu'il faille payer plus de 100 € par an. Enfin, je trouve ça bizarre parce que les personnes qui n'ont pas les moyens, elles vont pas le faire, quoi. Oui. Après, oui, enfin, c'est sûr qu'il y a un coût à les conserver, mais c'est un choix, quoi. C'est un choix de société.
Et tout à l'heure, tu as brièvement parlé de justice reproductive. Tu peux nous expliquer ce que c'est? La justice reproductive, c'est vraiment de plus large. En fait, ça a été, j'ai oublié l'activiste, c'est une femme noire féministe activiste. J'ai oublié son nom. C'est Aude Lorde l'a mis, mais c'était avant Aude Lorde, parce qu'elle en a parlé, justice reproductive, Aude Lorde. Audre Lorde. Ouais. Audre Lorde, ouais. Mais c'était une autre, j'ai oublié le nom, qui en a parlé également, qui avait vraiment abordé le sujet, et elle avait même créé une petite communauté aux États-Unis, en fait. C'est permettre à une femme noire qui a le désir d'enfant de vivre sa maternité et sa parentalité dans les meilleures conditions. Et d'avoir le choix possible de la vivre comme elle décide, quand ça l'arrange, en fait. Comme elle le décide, dans ses propres termes, dans ses propres choix. Par exemple, elle avait créé une communauté où les femmes noires faisaient la multiparentalité. Moi, par exemple, si la société permettait une multiparentalité, franchement, je crois que j'aurais signé. C'est quoi une multiparentalité? C'est-à-dire que l'enfant, comme au Canada, c'est possible, l'enfant a 4 parents ou 5 parents. Mais parce qu'aujourd'hui, on a une carrière qu'on veut, on voit une ambition professionnelle. Et je pense que Christine Taubira l'a vraiment bien souligné parce que Léa Salamé, elle avait interviewé les femmes puissantes. J'avais aimé son interview. Elle dit, mes enfants projettent beaucoup de choses sur moi en disant que j'étais présente. Mais en fait, j'ai pas été présente réellement. Mais lorsqu'on a Christiane Taubira, j'ai pas été présente auprès de mes enfants. Lorsqu'on a une ambition, on embrasse une ambition professionnelle, on ne peut pas réellement être présent auprès de ses enfants. C'est un leurre. Parce que moi aussi, yes, week-end, on est multitâche. Moi, je suis pas multitâche, je suis monotache, déjà. Enfin, moi, je le dis assez. Laissez-moi tranquille, je suis monotache. De ouf. Voilà, moi, je suis monotache. Et du coup, quand on veut embrasser, pour moi, de pouvoir avoir des moments et d'avoir une parentalité multiple, c'est-à-dire qu'une personne, j'ai cet enfant, mais une autre personne peut s'en occuper, peut gérer l'école, peut gérer les devoirs, parce qu'on est tellement différents. Et cette différence-là, l'intégrer, l'apporter à cet enfant, il pourra même vivre et savoir vivre dans une société plus inclusive. Parce qu'il y a plein de personnes qui l'éduquent. En fait, moi, s'il y avait une multiparentalité, j'aurais signé. Oui, puisque ce que tu disais sur les fibromes, ça fait partie aussi de la justice reproductive et ça prouve qu'il n'y en a pas en France, quoi. C'est que selon la communauté à laquelle on appartient, on va pouvoir bénéficier de la médecine ou non. Ou non, exactement. Ça fait partie, c'est vraiment mes propres termes. Éduquer, vivre ma parentalité, ma maternité selon mes propres termes. C'est vraiment ça. Et sans discrimination, le moins de violence possible. En fait, c'est ça. Et moi, par exemple, la parentalité, qu'on court dans le métro, aller chercher un enfant à la crèche. Non, pitié, c'est de la violence. C'est de la violence. Oui, surtout quand les pères, si on est en couple hétéro, ne sont font pas rien. Présents. Ils font rien. Ils ramènent l'argent. Ouais. Encore. Ramènent pas vraiment. Parce que ça aussi, faut dire aux femmes, c'est que si l'homme ouvre un plan d'épargne retraite et qui met dedans, au moment du divorce, vous n'avez que dalle dans le plan d'épargne retraite. Donc, suivez le plan retraite de vos maris. Hein. Bah oui, vous n'avez rien. Donc ça, et les femmes ne s'occupent pas de l'aspect financier. Donc, ramène l'argent, je suis pas sûre. Non, ça aussi, il y a que 30% des femmes qui connaissaient vraiment ce que les hommes, le compte bancaire de leur homme, quoi. 30%. C'est vrai que t'as l'air bien renseignée sur ça aussi. Ah oui, oui. Moi, l'argent, j'adore. Moi aussi, ça me passionne. Moi, j'adore l'argent. L'argent me passionne. Donc, du coup, pour moi, et je pense que même le féminisme, pour moi, vraiment, sera vraiment libérateur lorsque les femmes se poseraient la question de l'argent et aussi de qui porte le coût de la reproduction. Quand les femmes, comme a dit Audre Lorde, elle a dit l'utérus, qui porte le coût de la reproduction et l'argent. Et une fois qu'on a, je pense que le féminisme sera mort. On n'aura plus besoin de féminisme. Voilà, les femmes, questionnez-vous là-dessus. Oui, on travaille gratuitement. Voilà, c'est ça, on travaille gratuitement à partir de, voilà. Dès qu'on s'inquiète sur l'argent. L'argent qu'ils ont, les mecs, ça vient de nous, en fait. Exact, mais il y a que nous qui travaillons. Donc, c'est nous qui tenons ce monde, hein. Les femmes à l'arrêt, je pense qu'il y a plus rien qui fonctionne. Hein. Regarde le moment du Covid. Qui se charbonnait? J'ai jamais compris pourquoi on n'arrivait pas à faire la grande grève internationale. Non, il dit qui charbonne? Parce que après au plateau télé, il y avait que des hommes qui nous expliquaient comment ça fonctionne, alors que celles qui étaient au charbon, c'était les femmes, hein. C'était pas les hommes, hein. Les hommes étaient dans le plateau, ils venaient se pavaner. Parfois ils disaient des conneries à la télévision, alors que c'est les femmes qui travaillent, quoi. Donc non, c'est les femmes qui tiennent ce monde. C'est les femmes qui font les métiers difficiles, les femmes en Inde, dans les champs, voilà, c'est les femmes qui tiennent ce monde. Mais aussi nous les femmes, on gagnerait à vraiment embrasser la sororité. C'est pas voilà, je suis sœur, non. C'est mettre des choses en place, même si ça me coûte. Même si, voilà, je vais perdre quelque chose derrière, oui. C'est vraiment, je te vois, tu me vois, je te vois parce que je suis toi et je suis le prolongement de toi. Ça, les femmes gagneraient à faire ça. Bah écoute, c'est ce qu'on fait dans Sologamie. Alors ensuite, les dernières questions traditionnelles de Sologamie. Comment est-ce qu'on se connaît? Bah déjà, c'est moi qui vais répondre pour une fois parce que tu ne me connais pas.
Donc en fait, moi, j'ai pas mal écouté ce que tu faisais, surtout quand t'es passé dans Les Pieds sur Terre ou dans le podcast dont je parlais tout à l'heure, Tant que je serai noire, avec ton parcours, ce que tu viens de nous raconter, les parcours de PMA, toutes les problématiques des dons d'ovocytes des femmes noires. Ça, t'as vachement contribué à faire émerger la question en France. Et donc, peut-être que vous avez déjà entendu d'ailleurs Sandrine parler. Et ma dernière question, est-ce que tu as un projet dont tu voulais parler, une association, donner tes coordonnées, ta page Insta, ou est-ce que tu aurais un conseil que tu voudrais donner ou recommander une œuvre culturelle? Qu'est-ce que tu veux dire pour cette dernière question qui te tient à cœur? Pour cette dernière, en fait, plutôt voilà la question d'oublier le terme infertilité, de parler de fertilité. C'est beaucoup plus inclusif, c'est ce que je dirais, et que la question elle doit être plus large qu'on ait ou pas le désir. On peut se poser ces questions-là, et ça permet également de voir aussi l'autre qui traverse et de s'interroger. Quand on s'interroge sur soi-même, on peut à la fois aussi voir ce que l'autre traverse. Et pouvoir, voilà. Moi, c'est ça. C'est vraiment le mot, arrêter le mot infertilité et parler de fertilité qui est beaucoup plus inclusif. Oui, et pour le désir d'enfant, j'avais reçu justement Tsipora Sidibé dans un épisode de Sologamy sur le désir d'enfant. Ouais. Et elle ne veut pas d'enfant. Ouais. Donc, dans les références de l'épisode, je vais mettre ton compte Instagram, ta page Facebook, ta chaîne YouTube, si ça te va. Oui, c'est ça, mon site internet. Mais ça, c'est beaucoup sur la cyber. C'est tous les labs que je fais en cyber. C'est vraiment dans le sens de la sororité, d'aider les femmes noires ou les femmes blanches qui veulent progresser dans la cyber. Je suis ouvert, voilà, et tout, et même qui galèrent pour trouver des stages. Je suis dans l'association des femmes cyber, je suis dans l'association Women for Cyber européen. Donc voilà, je suis très active sur ces questions-là, parce qu'on manque des femmes en cyber. Voilà, si j'ai un appel à lancer, c'est ça. Quand tu dis en cybersécurité. En cybersécurité, on manque des femmes. Les filles, venez, on a besoin de bras. Merci Sandrine. Voilà. Merci beaucoup. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditrice, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux questions de fertilité et d'infertilité? Est-ce que vous vous êtes engagé personnellement dans un parcours de PMA? Est-ce que vous êtes célibataire, en couple? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez songé à donner ou à congeler vos ovocytes? Écrivez-moi, écrivez-nous pour nous répondre. Moi, mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn. Et vous pouvez suivre le podcast Sologamy sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, que vous voulez soutenir Sologamy, merci d'être de plus en plus nombreuses à écouter. Je vous invite fortement à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je tiens à citer Anne, qui a laissé ce commentaire au sujet de Sologamy le 30 avril 2022. Elle a dit « Le podcast qui fait du bien. Merci Marie pour ton honnêteté, ta fraîcheur et les sujets abordés. On se sent moins seul. » Merci beaucoup Anne. Donc, chère auditrice, vous pouvez commenter ce podcast, le partager avec vos proches ou participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 €, 5 € ou 10 € par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Colline, Clémence, Julie, Muriel, Perrine, Axel et Héloïse pour leurs dons. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le 3e mercredi de chaque mois. J'ai mis aussi le lien d'inscription en description du podcast. Et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Et merci à tous pour votre écoute. On s'écoute le mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente. Au revoir Sandrine. Au revoir, merci beaucoup Marie. De rien. Falling from the sky.